Mais parlons d'un autre sujet à présent et je me tourne vers vous, Nicolas Pouvremonti, puisque vous avez publié une étude sur un droit qui est un droit exceptionnel, fondamental, exceptionnel au sens propre comme au sens figuré, quoique maintenant, est-ce encore une exception, à savoir le droit d'asile ? Beaucoup se posent cette question, est-ce que c'est un droit qui est désormais dévoyé ? Est-ce que c'est une filière d'immigration à part entière, le droit d'asile ? La question est de savoir qui est éligible dans le monde pour le droit d'asile en France. Vous avez fourni une étude à nos confrères du Point. 580 millions de personnes dans le monde sont donc éligibles au droit d'asile en France, selon une note de votre observatoire, une note qui fait jaser beaucoup de monde, et notamment Najat Vallaud-Belkacem, qui dit « Mais enfin, le Point, vous êtes sérieux de publier ça ? L'investigation, le croisement des données, l'éthique, est-ce que vous connaissez ? Comment raconter aux jeunes qu'il vaut mieux se fier aux journaux que se laisser avoir par la désinformation des réseaux sociaux après cela ?» Donc vous êtes en fait un acteur de la désinformation et des fake news. Voyons le sujet. On a tenté de résumer votre étude approfondie sur 1 minute 30, mais bien sûr, on va en parler dans un instant, savoir si j'ai sur ce plateau une sorte de moteur de fake news. Suspense. Le droit d'asile, autrefois destiné à une poignée de persécutés, serait devenu une voie majeure de l'immigration en France selon un rapport de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Aujourd'hui, près de 600 000 personnes bénéficient déjà de ce statut. Mais selon le rapport, il serait jusqu'à 580 millions dans le monde à être potentiellement éligibles en France. Ce constat s'explique par une définition élargie de l'asile. La notion de persécution s'est aujourd'hui étendue aux violences liées au genre et au sexe par exemple. Le rapport de l'OID pointe également un système qui aujourd'hui échappe totalement au contrôle de l'État à cause de l'autonomie accordée à l'OFPRA en matière d'asile. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie préconise de limiter l'attractivité de l'asile et de rendre plus étanches les frontières européennes en renforçant la coopération avec les pays de départ, sans quoi la France devra affronter une crise migratoire ingérable dans les prochaines années. Voilà pour ce bref résumé. Vous publiez aussi une carte qui présente finalement les lieux et les territoires où la part de la population est éligible à l'asile en France. On voit une forte présence, une part en Afrique. 580 millions donc de personnes éligibles à l'asile en France. Déjà, quelles sont vos sources, monsieur Pouvremonti ? Et j'essaie de me mettre dans la peau de Najat Vallaud-Belkacem. Je le ferai évidemment bien moins bien qu'elle. Je vous en prie. Écoutez, de ce point de vue-là, on a appliqué une méthode qui me semble assez élémentaire. C'est-à-dire qu'on a recensé l'ensemble des critères aujourd'hui dans notre jurisprudence qui permettent d'obtenir l'asile en France, que ce soit le statut de réfugié, la protection subsidiaire, tous les types de l'asile. Et on a appliqué ces critères à l'ensemble des pays du monde en cherchant à évaluer la part de population de chacun de ces pays qui remplissait au moins l'un des critères permettant d'accéder à l'asile en France. Et ça nous fait aboutir effectivement à une estimation de l'ordre d'1 demi-milliard de personnes, 580 millions. Alors, j'ai bien vu effectivement le tweet de Madame Vallaud-Belkacem. J'attends sa critique méthodologique, j'attends sa contre-estimation. Je pense que sa réponse sera qu'on ne sait pas, et en l'occurrence qu'on ne veut pas savoir quel est le nombre de personnes aujourd'hui éligibles à l'asile. Or, l'ensemble des critères qui permettent d'avoir l'asile aujourd'hui se sont élargis de manière extrêmement large. C'est-à-dire que ce sont parfois des peuples entiers qui ont droit à l'asile en France. On sait que depuis l'été dernier, par exemple, l'ensemble des femmes afghanes, par le fait qu'elles sont des femmes afghanes, ont le droit à l'asile en France. Avec les femmes afghanes vient ce qu'on appelle la réunification familiale, qui est une version maximaliste du regroupement familial propre à l'asile, donc c'est-à-dire sans critères de ressources, sans critères de logement, sans critères de durée de résidence. Et tout ça aboutit effectivement à cette estimation qui semble difficilement soutenable d'un point de vue politique. Je ne sais pas si l'exemple des femmes afghanes est un bon exemple, puisque justement, vu les souffrances qu'elles peuvent subir du fait des talibans, on a envie... Au contraire, c'est un bon exemple. Parce que personne ne remet en cause la souffrance qui existe dans le monde. Elle existe, cette souffrance, et qu'il y ait des gens qui aient de bonnes raisons et de raisons légitimes d'espérer vivre ailleurs ou sous d'autres lois. C'est pas du tout la question, c'est la question de notre capacité précisément. Donc déjà, c'est une bonne, à mon avis, c'est une bonne question, et c'est un exemple qui est légitime. Et par ailleurs, l'installation du régime tel qu'il est aujourd'hui en Afghanistan a aussi eu le concours de certaines femmes afghanes. Or, toutes font partie... Vous savez, la brigade des mœurs de l'État islamique en Irak, elle était gérée par des femmes. Donc elles existent, les femmes qui prônent aussi ces modèles-là.
quand bien même serait-il abominable pour les femmes. Aussi des femmes qui, en Afghanistan, souffrent grandement de la situation. J'ai commencé par elle. Bien sûr, je sais, Charlotte. Non, moi, ce qui m'intéresse... Non, mais par rapport au droit d'asile, ce qu'on voit quand on parle d'un droit qui est dévoyé, c'est que vous avez des individus, des hommes parfois, qui expliquent qu'ils sont persécutés parce qu'ils connaissent exactement ces grilles qu'il faut cocher pour obtenir le droit d'asile dans l'Union européenne ou alors en France, et de dire mais attendez, je suis persécuté parce que j'ai telle ou telle situation dans mon village, et donc finalement ces situations se répètent, et souvent ceux qui doivent donner ou non le droit d'asile mais souvent ces gens-là sont déboutés, parce que on a un gros problème aussi par ailleurs de garder des gens qui sont déboutés du droit d'asile. J'entends. Ça existe aussi. En fait, Nicolas, il y a deux questions différentes, c'est-à-dire d'une part, le régime de l'asile sur le papier, et d'autre part, ces détournements. Ces détournements, on pourrait en parler, ils sont largement documentés. Ici, on ne s'est intéressé qu'aux gens qui, d'après notre évaluation, remplissent vraiment, sans tricher, les critères de l'asile. Il ne s'agit pas de leur reprocher une fraude ou un détournement. La question qui se pose est celle du caractère inconditionnel et sans limite quantitative. Parce qu'aujourd'hui, le droit d'asile, il est régi en haut par des traités internationaux, en bas par les juges qui interprètent de manière toujours plus large ces traités internationaux, et entre les deux, le politique n'a strictement aucun levier pour faire face à ce qui serait un afflux soudain et nombreux. Avant de donner la parole à tout le monde, bien sûr, autre question. Aujourd'hui, ce droit d'asile en France, il représente combien de personnes ? Alors aujourd'hui, en France, il y a environ 600 000 personnes qui vivent sous le régime du droit d'asile, donc statut de réfugié, protection subsidiaire. Ce qui est frappant, c'est la dynamique, c'est-à-dire que le nombre annuel de premières demandes d'asile en France a plus que triplé depuis la fin des années 2000. Aujourd'hui, c'est une part importante des dépenses liées à l'immigration. C'est-à-dire que si vous regardez le budget immigration, intégration, asile de l'État, vous avez à peu près 2/3 des dépenses qui ont trait à l'hébergement et à l'allocation versée aux demandeurs d'asile. Donc c'est le canal migratoire qui est à la fois celui qui est en plus forte croissance et celui sur lequel le politique a le moins de prise. Je sens que Philippe veut réagir, mais dernière question. Une personne qui est déboutée, et Charlotte en parlait, du droit d'asile, que se passe-t-il pour cette personne ? Très vraisemblablement, elle reste là. C'est-à-dire qu'il y a de ça 10 ans déjà, la Cour des comptes estimait que 96% des déboutés du droit d'asile restaient sur le territoire national après le rejet de leur dossier. Et le ministre de l'Intérieur, Darmanin, en fin d'année dernière, évoquait aussi un ratio de l'ordre de 9 sur 10. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment deux questions, mais le moteur de ces flux, y compris le moteur des gens qui viennent et qui sont déboutés, c'est l'état actuel de notre droit qui est très, très large. Et je prends comme exemple, vous vous souvenez, l'individu qui avait attaqué à Annecy au couteau des nourrissons dans des poussettes. Il avait été débouté à plusieurs reprises du droit d'asile dans plusieurs pays de l'Union européenne. Philippe Guibert, sur ce droit, qui est un droit évidemment important, mais qui n'est plus un droit exceptionnel au sens propre comme au sens figuré, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que le droit d'asile est un droit qui a été dévoyé ? En tout cas, je ne crois pas que ça soit un droit qui puisse devenir inconditionnel. Et c'est là où je pense que la divergence existe avec Najat Vallaud-Belkacem, qui, à mon avis, je la connais assez bien, j'ai pas mal travaillé avec elle une époque, doit se dire, je me fais un peu l'avocat du diable, doit se dire, à partir du moment où vous mettez un chiffre de 500 millions, en gros, de personnes, vous faites peur en faisant une peur de l'invasion migratoire. Et il joue sur les peurs. Je me fais l'avocat du diable, je ne dis pas que vous avez tort. Moi, je me demande s'il n'est pas un peu d'extrême droite, Nicolas Pauvremonti. Ça sera le prochain argument qui sera donné. Je crois pas. Non, mais ça sera peut-être le prochain argument. C'est ça, c'est de dire, en fait, vous jouez sur les peurs, vous êtes d'extrême droite, et on est à la limite avec cette étude du racisme. Et donc, sur le fond, le droit d'asile, effectivement, les conditions ont beaucoup changé. Et là où on peut avoir une divergence avec Najat Vallaud-Belkacem, qui a écrit des papiers dans Le Monde, qui considère que l'immigration est une sorte de fatalité, enfin de sens de l'histoire, et qui considère que le droit d'asile est inconditionné d'une certaine manière, sans jamais se soucier, moi je suis très frappé dans ses prises de parole, sans jamais se soucier de ce que disait pourtant un ponte de la gauche intellectuelle des années 80-90 qui était Jean Daniel, qui disait on ne peut pas concevoir l'immigration sans se préoccuper de l'intégration, de nos capacités d'accueil, d'intégration, d'assimilation. Et c'est cette discussion-là à gauche qui a disparu. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on a besoin d'immigration, mais qu'un pays ne peut pas avoir un accueil inconditionné et que le droit à l'accueil n'est pas inconditionné. Et ça rejoint un peu dans ce discours François Bayrou. Sur le droit d'asile qui a effectivement beaucoup évolué. Nicolas Pauvremonti. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit Philippe,
dans le droit d'asile, on est vraiment sur un canal migratoire qui est complètement décorrélé des besoins et des capacités de la société d'accueil. Voilà. C'est-à-dire que c'est conçu comme un droit individuel, opposable à l'immigration. Si vous remplissez l'un des critères de l'asile et que vous parvenez sur le territoire français, vous déposez une demande d'asile, vous aurez l'asile. Et vous ne tricherez pas. Vous n'arnaquerez personne. C'est l'état actuel du droit. Et de ce point de vue-là, pour ce qui est du chiffre de notre estimation de 580 millions, il ne s'agit pas de dire que ce demi-milliard de personnes va se rendre en France. Il ne s'agit même pas de dire que ce demi-milliard de personnes va quitter son pays. En revanche, il suffit que 1%, 2%, 5% d'un tel volume de population éligible se déplace vers la France et vers l'Europe pour que les capacités d'accueil qui sont déjà saturées explosent complètement et que la pression sur nos sociétés soit extrêmement forte. Autre question, puisqu'on parle de la question migratoire, il y a eu la grande déclaration de politique générale de François Bayrou cette semaine. Il a abordé un peu la question sans apporter des solutions, si ce n'est de créer un nouveau comité interministériel qui va changer évidemment la face de la politique migratoire française. En revanche, il a dit que tout est une question de proportion. Si un étranger, une famille arrive dans un village en Haute-Pyrénées, ça ne pose aucun problème. S'il y en a 30, c'est là où il peut y avoir un souci. Dans cette déclaration, j'y voyais une contradiction complète avec ce qui se passe depuis ces derniers mois, voire ces dernières années, la politique migratoire lancée et par l'Union européenne, introduite également par Emmanuel Macron. Oui, en fait, François Bayrou tient ce propos qui est plein de bon sens. Au terme d'une décennie marquée par une accélération sans précédent des flux migratoires en France et en Europe. C'est-à-dire qu'il est vrai, factuellement, de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés ni autant d'étrangers en France qu'aujourd'hui. Le nombre de premiers titres de séjour a été quasiment multiplié par 3 depuis la fin des années 90. Donc j'entends la déclaration de principe, j'ai moins entendu les solutions immédiates. Je pense que sur ce sujet, il y a une forme de cohabitation au sein même du gouvernement, entre des positions qui sont assez disparates. Sur la durée de vie du gouvernement Bayrou, il y a néanmoins certaines choses qui peuvent être faites, même sans majorité assurée à l'Assemblée. Je pense à tout ce qui relève du champ réglementaire. Si on veut, par exemple, réduire fortement les régularisations, le ministre de l'Intérieur peut le faire de manière assez simple. Vous avez été donc interpellé indirectement, je ne vais pas dire attaqué, quoique par Najat Vallaud-Belkacem, j'imagine que vous seriez favorable à l'idée de débattre avec elle. Sur le sujet. Absolument. Voilà. Absolument. Alors je ne sais pas si elle accepterait de débattre sur notre plateau. Je connais un peu Alexandre Devecchio. Je sens il n'a pas dit grand-chose sur ce sujet, mais il se dit tiens, ça pourrait faire un bon sujet de débat, un bon débat pour le Figaro. Et nous proposerons. L'invitation est lancée. Ah non, d'abord c'est news. D'abord c'est news, mais je crois que je connais déjà la réponse de Najat Vallaud-Belkacem.